Alors on va avoir l'écriture de la décomposition en produit de facteur premier sous cette forme-là, avec pour i différentes j des pi pj non associés. Donc A est un anneau commutatif unitaire. A, on suppose qu'il a une décomposition en produit de facteur premier avec u inversible et les pk irréductibles. La relation d'équivalence xy associée, E désigne l'ensemble des pk. Alors il y a des pk qui peuvent très bien être égaux. Et on va s'intéresser en fait on va rassembler les pk ensemble, les pk qui sont associés. Donc on considère pour ça l'espace quotient et on regarde son intersection avec E, c'est-à-dire c'est la réunion des classes des pk inter E. Les classes des pk, c'est les parties de E, c'est les parties de A, d'accord? Mais nous, on veut que ce soit des éléments de E uniquement. C'est pour ça qu'on fait ça. Delta est une partie définie de E, de cardinal M, qui est inférieur ou égal à N, bien sûr. Et delta est égal, on va dire, Q1 jusqu'à Qm. Donc ça, c'est inclus dans E. Et E, c'est la réunion des classes des QJ inter-E, d'après ce qu'on a dit précédemment. C'est une réunion disjointe, bien sûr, parce que si J est différent de I, la classe de QJ est différente de la classe de QI, parce que QJ et QI ne sont pas équivalents, ne sont pas associés. Donc chaque QJ est un PNJ, d'accord? Donc c'est-à-dire que le PNJ, c'est le représentant de cette classe, et on pose EJ égale classe de PNJ inter. Bon, alors, ça va être l'ensemble des pk appartenant à E qui sont équivalents à PNJ. Il y a un cardinal alpha J compris entre 1 et n, et la somme des, ça vient de là, la somme des alpha J est égale à n. Chaque pk appartenant à EJ est associé donc à PNJ, donc il est de cette forme-là avec UK inversible. Le produit des PK qui appartiennent à EJ va donc être égal au produit des UK PNJ. Là-dedans, il y a par exemple UK est égal à 1, parce que PNJ en fait partie. Donc ça va nous donner un certain VJ PNJ à la puissance alpha J. Avec VJ est égal à un produit d'inversible, donc inversible. Et A, c'est ça, A au départ, c'était ça. Donc ça va être le produit de J égale 1 à alpha J, puisque j'ai une réunion disjointe, des produits des PK appartenant à EJ. Donc c'est le produit, c'est U fois le produit des VJ, parce que là je remplace, si vous voulez, j'utilise ça en fait, j'utilise ça. Voilà. Donc le produit des VJ fois ça. Donc tout ça, ça nous fait un inversible W. Les PNJ sont 2 à 2 non associés. D'accord? Alpha J, c'est le nombre d'éléments de E associés à PNJ. La somme des alpha J est égale à N. Voilà, et donc j'ai démontré le résultat. Remarque par abus de notation, on pourra dire que si A est comme ça, on dira que c'est une décomposition en produit de facteur premier, même si un des alpha K, voire parfois si tous les alpha K, sont égaux à 0. Mais à ce moment-là, ça reviendrait à dire qu'on considère qu'un inversible a aussi une décomposition en produit de facteur premier. Bon, dans les démonstrations, ça peut être utile. Alors évidemment, avec la convention, pk à la puissance alpha k est égal à 1. C'est-à-dire que A à la puissance 0 est égal à 1, quel que soit A appartenant à A. A est un anneau commutatif unitaire Q est réductible et A égale U de pi égale 1 à n des pk à la puissance alpha k, une décomposition en produit de facteur premier suivant cette écriture, ce qui signifie que les pk 2 à 2 ne sont pas associés. Si m appartient à n étoile et que qm, alors dire que q puissance m divise A, ça équivaut à dire que q est associé à un pk, que m est inférieur ou égal à alpha k démonstration. Dans ce sens-là, si q... Alors q est irréductible, il divise q puissance m, et q puissance m divise A, donc q divise A, donc q va être associé à un pk. D'accord? Alors je vais supposer dans la suite de la démonstration que c'est P1, et donc q égale Vp1 avec V inversible. Si m égale 1, q égale Vp1, et c'est terminé. J'ai démontré alors qu'est-ce que je vais démontrer? Q est associé à P1 et puis M ici ça va être égal à 1, c'est bien inférieur ou égal à alpha 1, donc j'ai démontré le résultat. Supposons que le résultat soit vrai,
hein, le résultat qu'on veut avoir, à l'ordre m. Et supposons que Q puissance m plus 1 divise A. Donc Q est un VP1, je garde la même notation. Hein. Q à la puissance m plus 1 égale V puissance m plus 1 fois P1 puissance m qui divise donc U fois P1 fois, et là, ce truc-là, je sors P1 à la puissance alpha 1 moins 1, et puis là, je vais avoir ça. Bon, on simplifie par P1 des deux côtés, hein, on a vu qu'on pouvait faire ça, et donc on obtient que P1 puissance m divise ça, d'accord? Et donc ça signifie, d'après l'hypothèse de récurrence, que m est inférieur ou égal à alpha 1 moins 1, et donc que m plus 1 est inférieur ou égal à alpha 1, d'accord? Et donc la proposition, elle est vraie à l'ordre m plus 1, parce que si lui il divise ça, et bien ensuite, et P1 à la puissance m plus 1 va diviser ça fois P1, d'accord? Donc va bien diviser A. Donc la proposition est vraie à l'ordre m plus 1. Alors réciproquement, donc par le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Réciproquement, ben, c'est évident parce que si Q est associé à un P1, je reprends la même, hein, et M inférieur ou égal à alpha 1, A va être un UP1 à la puissance M, P1 à la puissance alpha 1 moins M, et produit de ça. D'accord? Et là, ça montre tout de suite que P1 à la puissance M divise A. A est un anneau commutatif, A, B, X, Y appartiennent à A. Supposons que X soit un PGCD de A et B. Alors, Y est un PGCD de A et B si et seulement si X, Y sont associés. Démonstration. On suppose que Y est un PGCD de A et B, donc il divise A, il divise B. Et donc Y va diviser X, puisque X est un PGCD de A et B. De même, puisque X est un PGCD de A et B, il divise A, il divise B, et donc il va diviser Y parce que Y est un PGCD de A et B. Donc X divise Y, Y divise X, donc X et Y sont associés. Réciproquement, si X et Y sont associés, eh bien, Y divise X. Mais X, c'est un PGCD de A et B. Donc Y divise A et divise B. Si D, oui, tout simplement parce que X divise A et divise B, donc Y va diviser A et B. Si D divise A et B, alors D divise X, puisque X est le PGCD de A et B. Mais X et Y sont associés, donc ils ont les mêmes diviseurs. Donc D divise X implique que D divise Y. Donc tout diviseur de A et B est un diviseur de Y. Donc on a bien que Y est un PGCD de A et B, puisque Y divise A et B, que tout diviseur de A et B est un diviseur de Y. Si A est un anneau factoriel, donc commutatif unitaire intègre aussi, et que A, B sont nuls, alors il existe un PGCD de A et B. Démonstration, si A est inversible, ses diviseurs sont exactement les inversibles et ils divisent A et B, donc un PGCD de A et B va être 1 parce que 1 divise A et B, et que les diviseurs de A et B, les diviseurs communs à A et B, ben, ce sont les inversibles, puisque A, il n'y a que les inversibles comme diviseurs. Et ces inversibles divisent automatiquement B, donc ils sont diviseurs de 1, idem si B est inversible. D'accord? Si A et B ne sont pas inversibles, alors ils ont des décompositions en produit de facteur premier. Premier cas, aucun des PI n'est associé à un QJ. Si D non inversible divise A et B, il a une décomposition en produit de facteur premier, ayant au moins un irréductible X qui est associé à un PJ et à un QJ. Donc PI et QJ sont associés, ce qui n'est pas possible. Donc un diviseur de A et B il est forcément inversible. D'accord? Donc D va être inversible, ce qui implique que un PGCD de A et B va être égal à 1, puisque 1 divise A et B, et que tout diviseur de A et B est inversible, donc diviseur de 1. Deuxième cas, un des PI est associé à un QJ. Alors on prend E l'ensemble des I, donc qui sont compris entre 1 et N, pour lesquels il existe un J, qui est forcément unique, compris entre 1 et Mn, et qu'on note sigma I grâce à l'unicité.
et PI est associé à QJ qui est en fait un Q de coup sigma I. D'accord? Donc cet ensemble est non vide. Chaque PI est associé à un unique Q sigma I, pardon, soit gamma I le plus petit des puissances qu'il y a sur ce PI et sur ce QJ. Donc ça va être ça, qui est supérieur ou égal à 1, et soit D le produit des PI à la puissance gamma I, pour I appartenant à E. Donc, puisque les PI, si vous voulez, et ce QJ là, PI, il est égal à ce Q sigma I multiplié par un inversible. Donc quand on les multiplie tous, ça nous donne quelque chose comme ça. Hein. D'accord? Ça veut dire que ce produit-là, sa relation avec celui-là, c'est une multiplication par un inversible. Donc, D divisa, oui, donc D divisa, voilà. Car les gamma I sont tous inférieurs ou égaux à alpha I, et D divise B parce que les gamma I sont inférieurs ou égaux à bêta de sigma I. Voilà. Donc, si X non inversible divise A et B, alors les irréductibles qui divisent X vont diviser A et B. Donc, ce sont des PI, pour I appartenant à E, avec des exposants MI inférieurs ou égal à alpha I. Mais PI est associé à un Q sigma I, donc son coef va être aussi inférieur ou égal à bêta sigma I. Donc MI en fait est inférieur ou égal au plus petit des deux, c'est-à-dire à gamma I. Et donc X va diviser D, hein, puisque ça va être vrai pour chaque I appartenant à E. Et donc j'en déduis que D est bien un PGCD de A et B, puisque D divise A et B, et que tout diviseur commun à A et B est un diviseur de D. Conséquence, si A est factoriel, si A et B sont non nuls, non inversibles, et de décomposition en produit de facteur premier, ça et ça, on note P1 jusqu'à Pn les irréductibles à un inversible près, 2 à 2 distinctes, apparaissant dans les deux décompositions en produit de facteur premier. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, s'il y a un AK ici, qui apparaît, disons, qui est associé à un BJ, d'accord? Eh bien, on va remplacer ici le BK par, enfin le BJ par le AK qu'on a ici, d'accord? Ce qui modifie juste l'inversible qui est devant. Donc, on va avoir à ce moment-là A qui est égal à U produit de 1 à un certain N, hein, qui a priori est plus grand que M et S, PK alpha puissance K, et B qui est égal à V, le U ça peut être U1, le V ça peut être V1, mais ça peut être un autre inversible. Donc pi de 1 à n des pk à la puissance bêta k. Et ce qui est remarquable, c'est que du coup, il y a des pk des deux côtés. L'exposant qui va être ici alpha k, ça sera celui-là si pk est un ak, d'accord? Et puis sinon, ça sera 0. C'est-à-dire si pk n'est pas un ak, ça sera 0. Et pareil pour l'autre. C'est-à-dire si pk est un bk, on va garder l'exposant. Et puis sinon, on mettra 0. Donc l'avantage, c'est que c'est plus facile d'exprimer les résultats quand on a ça avec les mêmes nombres qui apparaissent des deux côtés, les mêmes éléments. Si A est inversible, on peut très bien prendre des alpha k qui sont nuls, et puis noter ça, idem pour B. Hein. Et le résultat qu'on a vu avant montre que le PGCD, un PGCD de A et B, va être de la forme produit de 1 à n des pk à la puissance gamma k, où gamma k est égal au plus petit de alpha k bk. Ça provient bien du résultat précédent, parce que nous, dans le résultat précédent, c'était gamma k pour les pk qui apparaissaient dans l'un et dans l'autre. Bon, là, d'accord, ça va être ça. Puis sinon, ça va être quoi? Ça va être 0, parce que 1 des alpha k bk, si le pk il apparaît dans l'un mais pas dans l'autre, forcément, il y a un de ces deux-là, alpha k ou bk, qui va être nul. Et donc l'inf sera égal
à 1. Donc on trouve bien le résultat. Et puis avantage de ça, c'est que ça marche aussi si A et B sont premiers entre eux, parce qu'à ce moment-là, on trouvera bien que le PGCD fait 1, parce qu'on n'aura que des PK à la puissance 0, hein, puisque les AK ne seront pas dans les BK, et les BK ne seront pas dans les AK. Voilà. Si A est factoriel et que AB sont non nuls, que D, le PGCD est un PGCD de A et B, D divise A et B, donc A est égal à DA', B est égal à DP', alors A' et B, disons A' et B' sont étrangers. C'est-à-dire A' PGCD de A' B' est égal à. Démonstration, si U appartient à A divise A' divise le PGCD A' B', alors U divise A' et U divise B'. Donc A' égale UA seconde et B' égale UB seconde. Donc A est égal à DU A seconde et B égale DUB seconde. Mais alors DU divise A et divise B. Donc divise le PGCD de A et B qui est D. Donc DU divise D. Voilà. Donc U divise 1. Hein, on a simplifié par D. Et donc U est inversible. Quel que soit le diviseur de A'. Alors là, ce qu'on avait pris, c'est U divise A'. Donc, quel que soit le diviseur de A', du PGCD de A' et B'. D'accord? Donc, ça veut bien dire que A' et B' sont premiers entre eux, puisque tous leurs diviseurs sont des inversibles. Tous les diviseurs. Propriété, si A est factoriel, A, B, lambda non nul, alors PGCD de lambda A, lambda B est égal à lambda PGCD de AB. Démonstration, premier cas, c'est le cas où A et B sont étrangers. Lambda divise lambda A et lambda B, soit D un diviseur de lambda A et lambda B. Lambda A est donc égal à DU, lambda B est égal à DV. Donc, en multipliant ici par V, ça fait lambda AV égale DUV. D'accord? Et là, en multipliant par U, ça fait DUV égale lambda UB. Donc, lambda AV égale lambda BU, et donc en simplifiant par lambda, AV égale BU, donc A divise BU. A divise BU, mais A et B sont premiers entre eux, donc A divise, d'après le théorème de Gauss, donc A divise U, voilà, puisque A et B sont premiers entre eux. A divise U, donc U est un XA, d'accord? Donc lambda A égale D XA, d'accord? dxa, je simplifie par A cette fois-ci. Et j'obtiens que lambda est égal à dx. Et donc que D divise lambda. Donc ça veut dire quoi ça? Lambda divise lambda et lambda B. Et si D divise lambda et lambda B, alors il divise lambda. Donc ça signifie bien que PGCD de lambda A et lambda B est égal à lambda. Mais lambda c'est quoi? C'est lambda fois 1. Donc c'est lambda PGCD de A et B. Cas général, PGCD de A et B égale D, donc A égale DA', B égale DB' avec A', PGCD de A' et B' égale 1, A' et B' sont étrangers, c'est ce qu'on a vu là, hein. A' et B' sont étrangers. Donc, j'applique le résultat précédent. Lambda D, PGCD de lambda DA', lambda DB' va être égal à lambda D. D'accord? Donc, et ça c'est quoi? C'est lambda DA', c'est lambda A. Lambda DB', c'est lambda B. Donc le PGCD de lambda A, lambda B est égal à lambda D. Et lambda D c'est quoi? C'est lambda PGCD de A et B. Donc, j'obtiens bien le résultat. On généralise maintenant le PGCD au cas de n éléments, n supérieur à 2. A est un anneau commutatif unitaire, on dit que D appartenant à A est un PGCD de A1 à 2 jusqu'à n. Si D divise chaque AK, et si quand X divise chaque AK, alors X divise D. Donc on a cette notation qu'on peut écrire comme ça, ou bien on écrit PGCD de A1 jusqu'à n. Si A est factoriel, que A1 jusqu'à n ne sont pas tous nuls, alors le PGCD existe et il est égal à ça. On a une relation comme ça.
Alors là, c'est pour n supérieur à 2. Alors on peut faire une récurrence sur n pour n égale 3. Supposons que A1 est différent de 0, donc D égale A1 et A2 est différent de 0. Hein. Alors c'est vrai que le PGCD de deux nombres, je l'ai donné d'abord, j'en ai parlé surtout dans le cas où A et B sont tous les deux non nuls. Évidemment, s'il y en a un des deux qui est nul, mais pas l'autre, le PGCD, bah justement, ça va être celui qui n'est pas nul, parce qu'il va aussi diviser 0. Mais c'est évident comme cas, c'est même trivial. Donc là, en fait, il suffit qu'il y en a un qui ne soit pas nul, hein, pour que ça existe. Et on a ça. Alors, par récurrence sur n égale 3, supposons que A1 soit différent de 0, donc celui-là, il est différent de 0, j'ai x égale D, le PGCD de D et de A3 va exister, il va diviser D et A3. Mais D divise A1 et A2, parce que D c'est le PGCD de A1 et A2. Donc x va diviser A1, A2, A3. Soit y maintenant un diviseur de A1, A2, A3. Alors il divise A1 et A2. Donc il va diviser D, le PGCD de A1 et A2. Donc il divise D et A3. Donc il divise le PGCD de D et A3. Et donc, ce qu'on vient de voir là, c'est que ce petit x, il divise x égale D et A3. Eh bien, il divise D, donc il divise A1 et A2, hein, c'est ce que j'avais dit, il divise A1, A2 et A3, voilà, c'est ça. Et ce que je viens de voir, c'est que si y divise A1, A2 et A3, alors forcément il divise x. Donc ça veut dire que c'est bien x le PGCD. Donc ça existe et c'est égal à x, c'est-à-dire PGCD de D et A3. Supposons maintenant le résultat vrai à l'ordre n. Donc je fais la même chose. A1 est différent de 0, j'ai D, le PGCD des n premiers qui existe, qui est différent de 0, et ensuite j'ai le PGCD de D et AN plus 1 qui existe. D'accord? Alors lui, il va diviser D et AN plus 1. Donc, comme il divise D, il vient diviser tout cela. Et AN plus 1. D'accord? Maintenant, soit Y, un diviseur de A1 jusqu'à AN plus 1. Il va diviser A1 jusqu'à AN. Donc, il va diviser D. D'accord? Donc, il divise D et AN plus 1. Donc, ça. D'accord? Donc, je viens de voir là que le PGCD existe et qu'il est égal à ça. D'accord? Donc, le résultat est vrai à l'ordre n plus 1. Donc toujours vrai d'après le théorème de récurrence, donc on a toujours ça. A factoriel, A1 jusqu'à n sont tous nuls, lambda différent de 0, alors un PGCD de ça, c'est égal à lambda le PGCD de A1 jusqu'à n. Bon, c'est vrai à l'ordre n égale 2, puisque ça a déjà été démontré, supposons que ça soit vrai à l'ordre n, et considérons ce PGCD là, qui va être égal au PGCD de delta lambda n plus 1 où delta est le PGCD de ça. Et ça, on sait que ça fait lambda d. D'accord? D'après l'hypothèse de récurrence. Donc, où d est le PGCD de A1 jusqu'à n. Donc, ce PGCD-là va être égal au PGCD de lambda d, lambda AN plus 1. Donc, à lambda, le PGCD de d est de AN plus 1. Donc, à lambda, PGCD de A1 jusqu'à n plus 1. Donc le résultat est vrai à l'ordre n plus 1. Et là encore, grâce au théorème de récurrence, on peut dire qu'il est toujours vrai. Conséquence, si A est factoriel, que 1 jusqu'à n sont tous non nuls, et qu'on considère D le PGCD de 1 jusqu'à n, on a chaque AK qui est égal à D A'K, et on a A'1, le PGCD de A'1 jusqu'à A'N qui est égal à 1. Oui, et on a ça. Voilà, c'est ça qu'il faut démontrer. On dit alors qu'ils sont étrangers dans leur ensemble. Alors, démonstration évidente parce que D est différent de 0, comme ils sont tous nuls. Et donc j'ai ça. Donc je vais avoir le PGCD de 1 jusqu'à n qui va être le PGCD des D A'K. Et ça, je sais que c'est D fois le PGCD de ça. D'accord? Donc j'ai D qui est différent de 0, hein, parce qu'ils sont non nuls, qui va être égal à D fois ça. D'accord? Donc ça nous dit bien que ça
eh bien ça va être égal à 1. Donc voilà, ils sont premiers dans leur ensemble. Et c'est gagné. Remarque que A un anneau factoriel, K le corps des fractions de A, tout élément A de K, X de K, pardon, peut s'écrire X égale A.B-1. Alors B-1, ça ne veut pas dire que B est un élément inversible de A. Hein. Ça, c'est un élément de K, en fait. Hein. Donc, notez A sur B. Si là, B, il appartient à A, mais il n'a pas d'inverse dans A. Par contre, il a un inverse dans K. On dit que la fraction A sur B est simplifiable s'il existe D appartenant à A, divisant A et B. C'est-à-dire qu'A égale DA', B égale DB'. Comme B est différent de 0, D est différent de 0, B' est différent de 0, donc D, B' sont inversibles dans K, et X égale DA' est égal à X est égal à A.B-1, donc ça fait DA'.DB'-1. Et donc ça fait ça, parce qu'ils ont des inverses dans K. Et donc ça fait ça après simplification, parce qu'on dit en fait que cette écriture-là, cette fraction-là, c'est une écriture simplifiée par rapport à celle-là. On a simplifié par... Tout ça, c'est des trucs bien connus. A factoriel, donc on peut prendre D égale PGCD de A et B. On a alors A égale DA', B égale DB', et ils sont premiers entre eux. Donc X égale A.B-1 est égal à, d'après ce qu'on a dit avant, A'.B'-1 avec PGCD d'A' et B' est égal à 1. Alors, les seuls diviseurs d'A' et B' sont les éléments inversibles de A. On dit que là, on a obtenu une fraction irréductible. En fait, une fraction irréductible, c'est une fonction qui n'est pas simplifiable. On ne peut pas diviser numérateur et dénominateur par 1. Remarque, A factoriel et n fraction AN sur Bn, donc Bn est inversible dans K, hein. Quel que soit K, AK sur BK est égal à AK.BK-1 est égal à AKCK.CK-1 BK-1 en prenant CK égale le produit des BJ, J différent de K, donc différent de 0, hein, puisque tous les BJ sont non nuls, donc inversible dans K. Et donc AK sur BK, c'est AK.CK.BK-CK-1. D'accord? Parce que CK-1 compense ce truc-là. Hein. Donc ça nous fait AK. Alors ce truc-là, le BK-CK, ben, le BK-CK, ça va être quoi? Ça va être ça multiplié par BK. Donc c'est le produit de tous les BJ. D égale produit de tous les BJ. D'accord? Donc ça fait AK CK D-1. AK CK sur D. Ça s'appelle le dénominateur commun. À toutes ces fractions, elles vont toutes avoir le même dénominateur. Donc x qui est égal à somme de 1 à n et AK BK-1, à ce moment-là, si x est égal à ça, alors x va être égal à la somme des AK-CK D-1. Et donc on va pouvoir mettre, on est dans K là, hein, D-1 en facteur, et on obtient ça. C'est-à-dire ça. D'accord? Et on dit qu'on a mis la somme au même dénominateur D. Cela nous servira dans une des... Théorème de Bézout. A est un anneau commutatif principal, donc unitaire factoriel. AB appartient à A. Alors comme il est factoriel, on sait qu'il existe un PGCD de A et B. Donc j'en prends un, je l'appelle D. Alors on va avoir DA plus A égale AA plus BA. Donc D est égal, peut s'écrire AU plus BV, UV appartient à A. Démonstration. Ça, c'est un idéal comme somme de deux idéaux. Et A est un anneau principal. Donc, c'est un idéal principal. Donc, un XA. Et A, qui peut s'écrire A1 plus B0, appartient à A plus BA. Donc, à XA. Donc, A appartient à XA, donc X divise A. De même, X divise B. Donc, X divise A et B, donc X divise D, qui est le PGCD de A et B. Donc, DA est inclus dans XA. Et c'est égal à XA, on sait que c'est AA plus BA. Mais D divise A, D divise B. Donc AA est inclus dans DA et BA est inclus dans DA. Donc la somme des deux va être inclue dans DA, évidemment. Donc on a la double inclusion et donc on a l'égalité. Alors maintenant, D, qui peut s'écrire D fois 1, appartient à DA, donc à ça. Donc il existe U et V appartenant à A, tel que D égale à U plus B.
Si A est un anneau commutatif unitaire intègre et que AB appartient à A, alors ils sont étrangers si et seulement si le PGCD est égal à 1. Donc s'ils sont étrangers, 1 divise A et B, x divise A et x divise B implique que x est inversible puisqu'ils sont étrangers. Donc il va diviser 1. Donc de ça et de ça, j'en déduis que le PGCD de A et B existe égal à 1. Réciproquement, si on a ça, et si on prend x qui divise A et B, il va diviser le PGCD qui est égal à 1, mais 1, les diviseurs de 1, c'est les inversibles. Donc, il va être inversible. Donc, tout diviseur commun à A et B est inversible, donc A et B sont étrangers. A, un anneau commutatif principal, et AB non nul appartenant à A est étranger. Alors, AA plus BA est égal à A. Attention. Alors, ça, c'est évident, ça découle de ce que je viens de dire, puisque D, car, je peux dire que c'est car A et B est égal à 1. Donc, ça me fait DA avec D est égal à 1, donc ça donne ça. Attention, c'est faux quand A n'est pas principal. Exemple avec R de XY, qui est un anneau factoriel, on va démontrer ça déjà, dans lequel X et Y sont étrangers, parce que les diviseurs de X sont les P égale constante, ou bien P égale AX, donc ne sont pas des diviseurs de Y. Donc X et Y sont étrangers. Mais XA plus YB est différent de A, parce que si je prends le polynôme P égale 1, on n'a pas 1 qui est égal à XP plus YQ. Pourquoi? Parce que, bon, si P égale Q égale 0, bon, ça donne pas 1. Si P égale 0 ou que Q est égal à 0, ben, je vais obtenir à ce moment-là que X divise 1, ce qui n'est pas possible. Les diviseurs de 1, ce sont les lambda appartenant à R étoile. Et si les deux sont non nuls, ben, je vais avoir ça et ça. Et à ce moment-là, XP plus YQ, ça va me donner un truc comme ça. Alors, soit ça fait 0, mais à ce moment-là, ça ne fait pas 1. Et soit ça ne fait pas 0. Mais alors, si ça ne fait pas 0, ça veut dire que je vais avoir un terme au moins là-dedans, avec une puissance sur X, une puissance sur Y, ou une puissance sur les deux. D'accord? C'est-à-dire que je vais avoir un terme comme ça, où n plus m est supérieur ou égal à 1. Et donc, il sera impossible d'avoir xp plus yq égale 1 de le résultat.